Du modèle piagétien de base, qui, rappelons-le, était avant tout un modèle du développement, sont issues plusieurs conceptions que nous pourrions qualifier de néoconstructivistes. Celles-ci mettent l'accent tantôt sur certains aspects spécifiques de la mémoire, comme la mémoire de travail, étant ainsi un rapprochant avec le modèle cognitiviste du traitement de l'information, tantôt sur la dimension sociale et culturelle du développement cognitif. Dans cette lignée néoconstructiviste, nous nous attacherons à trois approches qui nous paraissent particulièrement intéressantes, notamment parce qu'elles sont susceptibles d'orienter la réflexion du spécialiste de l'éducation vers des modèles de l'enseignement. Il s'agit de l'approche socio-constructiviste, que nous traiterons dans cette capsule, de l'approche socio-culturelle, qui fera l'objet de la capsule suivante, et de l'approche cognition distribuée, qui sera présentée dans la troisième capsule. Les premiers travaux que nous pourrions qualifier de socio-constructivistes ont été menés par deux successeurs directs de Jean Piaget, Willem Doise et Anne-Nelly Perret-Clermont. Ces travaux ont conduit à mettre en évidence que l'interaction avec des pairs permettait d'agir sur le développement cognitif, mais aussi à remettre en cause l'hypothèse de Piaget de l'existence de stades de développement apparaissant à certains âges précis, sur lesquels l'environnement social et cognitif n'aurait qu'une influence marginale. Pour illustrer l'effet des pairs sur le développement, nous reprendrons l'expérience sur la conservation des liquides déjà décrite dans une capsule précédente. Si l'on place un enfant conservant et un enfant non conservant devant la même situation que celle décrite par Piaget, trois possibilités se présentent en enfant non conservant. Première possibilité. Il maintient sa position, c'est-à-dire qu'il continue à adopter un comportement caractéristique de la non-conservation des quantités. Deuxième possibilité, il adopte la position de l'autre sans modifier ses représentations antérieures. Il s'agit donc d'un changement de surface, de telle sorte qu'il reviendra par la suite à des comportements non conservants. Troisième possibilité. Après négociation, il adopte le point de vue de l'autre, mais avec une réorganisation de ses représentations antérieures dans le cadre d'une rééquilibration majorante. Dans ce cas, il aura acquis de manière stable et permanente un comportement conservant et il aura évolué dans son développement cognitif. Les études menées sur le modèle de l'expérience que nous venons de décrire montrent que les enfants qui étaient initialement non conservants progressent dans la maîtrise de la conservation lorsqu'ils ont l'occasion de discuter avec des pairs à propos de l'expérience qui leur est proposée, alors que les sujets qui n'ont pas eu l'occasion de travailler avec des pairs ne progressent pas ou beaucoup moins. Des progrès substantiels en termes de développement cognitif peuvent même être atteints après 5 à 10 minutes d'interaction. De plus, les sujets ayant travaillé avec des pairs révèlent une appropriation profonde des notions qui leur permet de défendre leur position sur la base d'idées originales, impliquant une restructuration complète de leur raisonnement. Pour mieux comprendre l'effet des pairs sur le développement cognitif, différentes expériences ont été menées qui ont conduit à montrer que les interactions qui se mettent en place sont plus efficaces lorsque le sujet a l'occasion de confronter ses réponses avec d'autres points de vue. C'est le cas avec un sujet plus avancé, pour autant que l'écart cognitif entre les partenaires ne soit pas trop important, ou encore avec un sujet de même niveau, mais dont les erreurs de compréhension sont différentes. Comme pour le cognitivisme classique, le moteur qui anime la progression du sujet, c'est le conflit qui se crée entre ce qu'il constate et les représentations avec lesquelles il aborde la situation. Sauf que dans ce cas, le conflit est non seulement cognitif, mais aussi social. Plusieurs éléments présents dans le conflit socio-cognitif expliquent son efficacité en matière d'apprentissage. Tout d'abord, un conflit avec une autre personne est plus difficile à nier qu'un conflit individuel, car l'autre est là pour souligner vos erreurs et vous faire prendre conscience du conflit. Ensuite, le désaccord avec une autre personne entraîne généralement un processus de négociation, au cours duquel chacun est amené à présenter ses arguments, à se justifier. En se basant sur l'efficacité pédagogique des situations susceptibles de conduire à un conflit socio-cognitif, les socioconstructivistes se sont attachés à étudier la manière dont les individus peuvent interagir au sein de petits groupes pour résoudre différents types de tâches. Ces analyses ont permis de mettre en évidence deux grandes catégories d'interactions. Une première basée sur la coopération, à l'occasion de laquelle la tâche est divisée entre les membres du groupe, chacun traitant une partie de la tâche en vue d'une mise en commun ultérieure. Une seconde basée sur la collaboration, où la tâche n'est pas divisée de manière rigide, mais chaque participant s'impliquera dans chacune des sous-tâches, qui resteront intimement liées par un but commun, et par un effort de coordination tout au long de l'activité. Il est clair que dans la plupart des activités menées collectivement, c'est la collaboration qui sera recherchée. Pour susciter des activités collaboratives de la part des apprenants, il est nécessaire de structurer et de réguler le travail en petits groupes. C'est le rôle du tuteur qui interviendra pour proposer des hypothèses, clarifier les points de vue, relancer le débat, favoriser le consensus. Outre le rôle déterminant du tuteur, certains dispositifs technologiques ont aussi été conçus pour supporter la collaboration, en favorisant et en structurant la communication, en particulier dans le cadre de l'apprentissage à distance. Comme nous sommes efforcés de le montrer, le modèle socio-constructiviste s'inscrit dans le prolongement du modèle piagétien, tout en se démarquant par rapport à celui-ci.
La grande rupture se situe dans le refus de voir le développement cognitif comme linéaire et cumulatif selon l'image de l'escalier. En effet, les spécialistes s'accordent aujourd'hui sur l'idée que l'intelligence se construit de manière beaucoup moins régulière et que des interventions spécifiques d'ordre notamment socio-cognitif peuvent y contribuer de manière très significative. De même, l'idée que la cognition du très jeune enfant se limite à des activités sensorimotrices est aujourd'hui battue en brèche, au profit d'une conception selon laquelle le bébé disposerait déjà de capacités cognitives assez complexes dans le domaine des nombres, de la logique ou de l'anticipation. Des auteurs comme Stanislas Dehaene allant même jusqu'à affirmer que certaines de ces capacités pourraient être innées, c'est-à-dire présentes à la naissance. Pour Stanislas Dehaene, la vision selon laquelle le cerveau est une sorte d'ardoise vierge sur laquelle viendraient très progressivement au fil des premières années s'inscrire des connaissances selon des stades de développement bien réglés est contredite par les travaux récents en neuropsychologie. On sait aujourd'hui à travers les données issues de l'imagerie cérébrale que le cerveau de l'enfant est, dès son plus jeune âge, déjà très organisé. Par exemple, dès 2 mois, le jeune enfant commence à stimuler les aires cérébrales qui correspondent aux ondes du langage, ce qui signifie que le jeune enfant commence très tôt à traiter le langage. Pour expliquer cela, Stanislas Dehaene propose l'idée du recyclage neuronal. Le défi de l'éducation, c'est de recycler les structures neuronales héritées de l'évolution de l'espèce humaine. À l'image de ce qu'illustre la célèbre caricature de Darwin, nous héritons de compétences anciennes dans l'évolution, qui sont importantes pour la survie de notre espèce. En effet, tous les enfants naissent avec une connaissance intuitive, généralement non consciente de la notion d'espace, de nombre, et avec des circuits spécialisés pour le langage. C'est sur ces connaissances intuitives qui préexistent que l'éducation prendra appui pour construire des connaissances plus formalisées et plus conformes aux exigences d'une éducation moderne. Par exemple, on pourra s'appuyer sur la connaissance intuitive des nombres, qui existe chez le petit enfant, pour développer l'arithmétique formelle. Comme nous pouvons le constater, nous sommes loin de l'idée piagétienne d'une lente construction logique de l'intelligence, qui s'étalerait tout au long de l'enfance et qui serait complétée en fonction des différents stades de maturation atteints par l'enfant.